Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast de La Visiteuse. La Visiteuse, c'est moi, Aude Compin. Je suis une sorte de visiteuse professionnelle qui a fait de sa passion son métier. J'aide les sites touristiques et culturels à améliorer leur accueil du public et à valoriser leur histoire. Dans ce podcast, je partirai à la rencontre des femmes et des hommes que je côtoie au quotidien, entre musées, sites archéologiques, parcs d'attractions, châteaux ou vieux gréments, pour qu'ils me confient leurs propres histoires de découverte, de voyages, de visites. Des histoires qui viennent de l'enfance ou de l'âge adulte, des histoires personnelles ou professionnelles. Vous découvrirez ce qui les anime, ce qu'ils viennent chercher et ce qu'ils y ont réellement trouvé. Nous apprendrons ensemble comment ces découvertes, comment les émotions qu'elles ont provoquées, ont façonné la personne qu'il ou elle est devenue, tant à titre personnel que professionnel, dans quelle mesure cela influence leur vie aujourd'hui et comment parviennent-ils à rester encore des visiteurs. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie à votre tour de découvrir, voyager, rencontrer, être curieux, bref, de devenir un visiteur ou une visiteuse. Aujourd'hui, je suis en visite chez Frédéric Nancel. Frédéric est directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, dans le Puy-de-Dôme. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans, alors qu'il prenait tout juste ses fonctions. Frédéric est un homme aux multiples vies. Originaire de Marseille, Frédéric a commencé sa carrière au Club Med. Gentil organisateur est un qualificatif qui lui correspond à tous égards, vous allez vite le découvrir dans cet entretien. Frédéric a ensuite poursuivi son parcours à la colline de l'automobile à La Défense, mais surtout, il est devenu directeur du développement du domaine de Chantilly, poste qu'il a développé pendant 17 ans. Il met aujourd'hui son expérience au service d'autres structures du tourisme et de la culture. Bonjour Frédéric. Bonjour Aude. Merci de m'accueillir au musée de Gergovie, que tu diriges depuis 2 ans maintenant. J'avais envie de commencer par entrer dans le vif du sujet et de savoir, toi, quel visiteur tu es. D'abord, merci de ton accueil et de mon accueil sur ce beau plateau de Gergovie, dans ce musée incroyable. Je suis un visiteur... c'est difficile comme question. Je suis un visiteur curieux d'abord, enthousiaste. Et je veux être le visiteur comme les visiteurs qui viennent dans tous les lieux que j'ai pu animer ou diriger. Mais le mot curieux est important pour moi. Sans curiosité, c'est l'âme, c'est ce qui vous fait vibrer. Et la curiosité est vraiment le premier élément qui me vient à cette question. Peut-être aussi un visiteur épicurien, c'est-à-dire que je cherche sans chercher. Bien sûr, il y a un moteur. Je vais dans tel musée ou tel site naturel parce que j'ai envie de le découvrir. Donc c'est la découverte, c'est ce petit côté explorateur. Mais il faut être curieux. Il faut être curieux de se dire il y a aussi quelque chose de complètement inattendu qui peut arriver au détour d'une galerie, au détour d'un parc d'attractions, d'un site naturel, d'être surpris. D'être surpris par des choses simples, mais aussi le côté apprendre et découvrir. Voilà, donc c'est épicurien, curieux, enthousiaste et aussi les yeux grands ouverts. Ça signifie que tu es à peu près curieux de tous les sujets ou il y a des sujets en particulier Pas tous les sujets non plus. Je suis naturellement attiré vers des sujets qui touchent l'histoire, qui touchent l'environnement, la nature et l'histoire. Pour moi, c'est les deux grands piliers. J'ai besoin aussi de sentir une vibration, quelque chose qui soit vraiment, on est dans le domaine vibratoire. Le tourisme pour le tourisme, non, c'est pas, même si tu l'as évoqué, j'ai eu cette chance de travailler au Club Méditerranée, mais c'était l'appel du club plutôt pour rencontrer les gens. Moi, c'était plutôt ça que de voyager, c'était rencontrer les gens, parler avec des nationalités du monde entier. Et ça, c'était la grande découverte pour moi. Et donc, c'est ça aussi qui m'anime. C'est rencontrer des gens, voir un peu leur réaction sur tel ou tel sujet. Et comme moi, d'ailleurs, je réagis sur tel ou tel sujet que je peux découvrir à travers des voyages ici ou ailleurs. Donc, c'est plutôt de la découverte en solo et tu vas à la rencontre de gens que tu ne connais pas ou tu es aussi dans le partage avec tes proches? C'est les deux, en fait. C'est les deux. C'est-à-dire que ce soit ici, ailleurs, dans le Puy-de-Dôme ou sur d'autres régions que j'aime, ou d'autres pays que j'aime, c'est clairement aussi un partage. Mais c'est à la fois un partage individuel et collectif, ou individuel et même avec les gens que j'aime. Ça, c'est important.
Ton parcours professionnel et ce que tu m'évoques là me montre que, comme beaucoup de personnes dans mon milieu, on aime raconter des histoires, on aime les écouter. Est-ce que tu as pu identifier un point commun entre toutes les visites, justement, que tu as faites? Est-ce qu'il y a un fil rouge? Si, il y a un point commun qui est clair, c'est l'humain. Ça, pour moi, c'est l'humain et c'est la transmission d'une émotion, la transmission d'un savoir, la transmission, pas le mien, celui pour lequel je travaille, où je suis, moi, le serviteur, en fait. Parce qu'on n'est que des... le visiteur. Ou le visiteur. Mais c'est ça, c'est cette transmission, ce point commun, il est là. Dans les différents jobs que j'ai pu faire, j'étais au service d'une transmission d'une émotion ou d'une expérience ou d'une découverte. Voilà, mon plus grand bonheur, c'est quand je vois des familles qui viennent au musée et qui sont complètement immergées dans cette visite, dans cette expérience, ou tout simplement en train de regarder le panorama des sites volcaniques. Enfin, c'est juste, c'est beau parce que tu te dis, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose, ils partent pas comme ça rentre pas dans une oreille et ça ressort de l'autre. Et moi, je suis aussi comme ça, parce que on se sent utile et les chats ne font pas des chiens, mais on est sur des choses aussi fortes, très profondes. Il ne s'agit pas tous d'avoir des masters plus ou des agrégés à être agrégés d'histoire ou d'archéologie ou de sites naturels. Non, c'est recevoir des choses très fortes, très profondes, très naturelles, en fait. Plutôt Puy-de-Dôme ou plutôt le monde pour visiter et découvrir? Tu es un visiteur de chez toi ou tu as besoin de bouger? Je bouge. On l'a déjà un peu évoqué. Oui, je suis toujours en mouvement puisque j'ai un pied maintenant très solide en Auvergne et le Puy-de-Dôme. Donc oui, plutôt Puy-de-Dôme aujourd'hui parce que je m'investis complètement avec ce musée, avec des grands projets qui touchent l'histoire et aussi l'environnement. Mais aussi... j'ai d'autres pieds ailleurs, des pieds et des mains ailleurs, en France ou à l'étranger. Oui, tu as quelques ports d'attache, il me semble. Oui, j'ai un port d'attache important parce que j'ai vécu quand même longtemps à Chantilly, mais pas que. Tout le sud de l'Oise, c'est l'histoire de l'histoire, c'est le cœur de l'histoire. Les Capétiens, 1000 ans d'histoire. Enfin, j'invite. Alors, ce qui est quand même amusant, c'est que dans le sud de l'Oise, vous avez le parc Astérix. Il y a une vraie histoire archéologique avec notre ère gauloise, gallo-romaine, puisque les premières arènes au nord de Lutèce étaient à Senlis. Et donc, on a trouvé des passerelles de synergie entre le parc Astérix, de loin, et puis l'Auvergne, puisque avec notre musée, on va créer des packages pour que les visiteurs de l'Oise puissent venir en Auvergne et réciproquement. Donc c'est des liens toujours incroyables, mais au moins ça sert à tout le monde de se dire venez en Auvergne sur les traces de Vercingétorix ou sur ces traces de cette belle histoire, notre histoire. C'est intéressant en plus parce que tu mixes finalement du grand divertissement et de la culture populaire avec une culture alors qui est populaire par certains aspects parce que nos ancêtres les Gaulois, on a tous été abreuvés au collège, peut-être même en primaire. Mais ça reste toujours quelque chose d'un petit peu lointain tant qu'on nous l'enseigne de façon scolaire et académique. Et donc, on a toujours cette approche-là du musée. Et finalement, en créant cette passerelle entre le parc Astérix et le musée, tu reconnectes les deux mondes et je trouve que ça permet aux gens de se réapproprier l'histoire, notre histoire, finalement. Oui, je ne sais pas si c'est le but, mais je le ressens comme ça. Oui, et en même temps... très clairement, moi j'ai découvert le milieu archéologique, j'ai découvert très clairement cette histoire. Moi j'étais du XVIIe au XXe siècle, ou du XIXe, sur Chantilly, sur le musée Condé, sur la famille d'Orléans. Et là je suis plongé 2000 ans avant, 52 avant Jésus-Christ, ou même avant. Et en fait, par rapport à ce que tu disais sur... tel qu'on l'a appris dans les manuels à l'époque, les Gaulois, avec des images qu'on n'a jamais challengées, entre guillemets, c'est-à-dire le Gaulois barbu, etc., et tout ce qu'on veut. Et là, je découvre que c'est pas vraiment ça. C'est même pas du tout. Et c'est là c'est ça qui m'intéresse. Et je me dis, on va transmettre ça aux visiteurs. Alors, le musée en tel comme il est, c'est là où il est génial. Les scénographes, muséographes, toutes les équipes qui ont travaillé sur ce musée
ont voulu en faire à la fois un outil ludique, avec des tablettes, avec des choses extraordinaires, avec une maquette et puis du 3D, enfin bref, tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui, mais en même temps très manuel, très sensoriel. Il y a des objets, il y a des objets de fouille, et en même temps on décrypte, parce que ce qui est quand même très impressionnant, c'est le travail des archéologues, des historiens depuis le XXe siècle et ces dernières années, qui montrent la richesse de ce peuple arverne, gaulois, Arverne-Auvergne, qui était quand même impressionnant. Le côté artistique, artisanal de ce peuple, de cette société arverne, est quand même pour moi une grande découverte. La sensibilité de ce peuple. Alors, guerrier quand même, faut pas non plus minimiser tout ça, mais tout le côté artistique, la civilisation, comment ils vivaient, toute cette partie-là n'a pas été mise en avant. Et c'est une partie de notre musée. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que je découvre aussi, comme le visiteur va découvrir, ce pan d'histoire qui est incroyable. On va remonter un petit peu en arrière. Oh là. Et puis on reviendra avec plaisir à Gergovie. Mais j'avais envie de te poser une question que je pose en fait à l'ensemble de mes invités. C'est une petite question qui remonte à l'enfance ou à l'adolescence, selon jusqu'où remontent tes souvenirs. Mais ce visiteur que tu es devenu, il a forcément pris racine à un moment. Est-ce que tu te souviens de la première émotion de visite que tu as ressentie, du premier lieu? Alors, je suis pas allongé sur un canapé là, mais non, mais presque. Mais ta question, parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup d'expérience, mais écoute, ce qui me vient tout de suite, c'est un truc de fou. Donc tu l'as dit, je suis de Marseille, et en fait, avec mes parents, on habitait au pied de la Vierge de la Garde, donc c'est cette Vierge qui domine tout Marseille et son port. Et on a crapahuté, on est monté à pied jusqu'à la Vierge de la Garde, et comme un pèlerinage, vraiment. Et on est arrivé en haut, un temps magnifique. Une vue extraordinaire, et à partir de là, des odeurs fortes. Il y avait la porte de la basilique était ouverte, donc ça sentait l'encens et aussi la bougie, et beaucoup de monde, mais avec beaucoup de respect, si tu veux. Il y avait une espèce d'harmonie, il y a une espèce de chose extraordinaire, donc un partage. Et je suis rentré avec mes parents et ma sœur dans la basilique, et là, ça m'a pris aux tripes, c'est-à-dire que je vois tous ces ex-voto, je savais pas ce que ça voulait dire, je pose la question, on me dit mais c'est pour aussi remercier tous les pêcheurs qui sont revenus sains et saufs, et puis aussi voilà. Waouh, je me dis qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. C'est un mélange entre la vue, la perte de vue, une odeur, un sentiment, le peuple qui était là, enfin nous on était tous là, tous ces visiteurs. Pas tous sûrement catholiques, peu importe, mais ce partage-là, et je me suis dit, il y a quelque chose d'unique. Et tu vois, en parlant avec toi de ça, je ne sais pas si c'est ma première visite touristique, mais en tout cas, c'est ma première émotion que j'ai eue d'un site, d'un lieu, et je me retrouve à Gergovie sur un plateau où j'ai ce même waouh de cette vue à perte de vue, quoi. C'est un truc de... Et je me dis, là, tu vois... j'ai eu ça à Chantilly, le waouh. J'ai eu ça à chaque fois que je visite des pays. Je vais toujours dans les cathédrales ou dans les églises, parce que pour moi, c'est un lien avec l'histoire. Peu importe, on croit ou on ne croit pas. Et puis aussi, ce côté serein. Dès que tu rentres, même s'il y a du monde, t'entends plus le monde. C'est toi avec toi-même. Et cette sérénité-là, pour moi, ça fait partie de l'expérience touristique. Je te remercie, et je partage en plus... Beaucoup de ce que tu viens de raconter. Tu me grilles, mais ça me va très bien. Une de mes questions qui était justement, lorsque tu visites, lorsque tu voyages dans le monde, est-ce qu'il y a toujours un lieu que tu vas systématiquement aller découvrir? Et en fait, tu viens de répondre à cette question. Et pour certains, ça va être les grandes surfaces, pour d'autres, ça va être les bars, pour d'autres, ça va être le bord de mer, etc. Et puis pour d'autres, ça va être les églises. Que l'on soit croyant ou pas, les églises et les lieux de culte sont des lieux... tellement fort en émotion, en humanité, en histoire. Et puis je remercie Ken Follett d'avoir écrit Les Piliers de la Terre, en fait. Parce que c'est avant tout une histoire d'homme, et c'est absolument passionnant. Donc je fais une parenthèse, mais
Lisez Les pieds de la terre de Ken Follett. Tu l'as lu ? Merci. Non, je l'ai pas lu. Et c'est un autre... Alors là, je mets les pieds dans le plat. Non, tu mets les pieds dans le plat, mais... Non, d'abord, je lis pas beaucoup. Je suis plutôt journalistique, article, ça, je lis beaucoup. Mais me plonger dans des grands livres, je préfère avoir les critiques et puis je passe à autre chose. C'est mon côté zapper. Mais par contre, par rapport aux églises, aux cathédrales, aux lieux de culte, quels qu'ils soient, je te rejoins. Parce que il n'est pas un pays dans lequel j'ai voyagé pas mal, mais à chaque fois, on va tout de suite visiter la cathédrale. J'en ai une en tête à San Miguel, en Mexique, qui est un truc extraordinaire, quoi, qui est une espèce de petit halo plein milieu des collines sur le côté pacifique du Mexique, mais vraiment incroyable. Et en fait, tu as l'intérieur, bien sûr, c'est chrétien, profond, etc. Mais tout ce qui se touche autour, tout ce qui... Voilà, on jouait du théâtre devant les églises en France. Ben là-bas, c'est pareil. Et dans tous les pays, c'est pareil. C'est comme quelque chose qui vous attire. Et toute la culture, tu l'as là, autour d'un lieu de culte. Et je trouve ça symbolique pour moi. Et c'est vrai que je reproduis ça à chaque fois. Quand je suis arrivé à Clermont, la première pèlerinage, je suis allé voir la cathédrale. La pierre parle... Et il y a un autre truc qui me vient comme ça, tu vois, dans notre discussion, c'est que j'ai fait des études de géologie, ça tu l'as pas dit, mais... je crois que je ne le savais pas. Et donc, quand je savais pas quoi faire, j'étais attiré par des maths, par de la musique, par des machins, des trucs, et puis finalement, j'adorais les volcans. C'est quand même bizarre. Hein. Ouais, c'est marrant. Que 30 ans après mes premiers jobs, j'arrive à Clermont. Je dis pas que je finis parce que j'espère que j'ai encore plein de choses à faire. Mais tu fais un gros stop sur une très grosse coulée de lave. Et là, voilà, exactement. Mais tu te rends pas compte. Là aussi, je réalise un truc extraordinaire. Bon, je ne voulais pas faire un métier qui soit uniquement être géologue pour faire de la recherche pétrolière ou des ponts dans le génie civil. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les volcans, la cristallographie, des trucs absolument extraordinaires. Pourquoi ? Parce que c'est l'origine de l'homme, des femmes. C'est l'origine de notre vie, à tous, minérale, naturelle, humain. Et j'ai besoin de cette recherche-là. Il y a une part de mystère, heureusement. Et c'est ça qui m'attire à travers toutes les visites que je peux faire aussi. C'est une découverte de soi. Mais je te parle de la géologie parce que quand j'étais en cours, je me souviens très très bien de nos profs qui nous disaient, quand vous arrivez dans un endroit, quel qu'il soit, allez sur le point le plus haut, le plus culminant. Et là, vous vous asseyez et vous observez, vous regardez ce qui se passe. Et ça va vous apprendre énormément. La terre, qui produit des fruits, qui produit des vergers, qui produit du vin, ça va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Les gens... Donc voilà, et c'est vrai que j'ai cette manie d'essayer d'aller. Alors c'est humain, on veut toujours monter plus haut, mais moi je veux pas monter plus haut. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je veux aller sur le point le plus haut que la nature nous donne, là où je suis. Et c'est merveilleux parce que quand je suis arrivé à Gergovie, avant même d'aller voir mes futurs patrons, en tout cas pour lequel j'auditionnais, je suis allé tout de suite à Gergovie sur le plateau pour voir ce que c'était. Et là, ça m'a fait mon waouh que j'ai eu quand j'étais petit, à 5 ans ou 6 ans, à la Vierge de la Garde à Marseille. J'ai eu le même bouffée, mais de plaisir, en fait, d'extase, de voir un panorama exceptionnel. Et ça, je dois dire que mon rôle, c'est essayer de transmettre ça aussi à tous les visiteurs. C'est ça qui est important, c'est de se dire, on est sur Terre, merde, on n'est pas sur Mars ou sur Vénus. On est en train de vouloir faire plein de choses. Respectons notre nature et le connais-toi toi-même, en fait. C'est sans arrêt ça, c'est ça qui se passe chez moi. Donc demain, peut-être, je serai ailleurs, mais aujourd'hui, je suis là dans le Puy-de-Dôme, ici et maintenant, et c'est ça qui est fantastique, cette force de la nature, et ça me rappelle ce moment que j'ai eu quand j'étais étudiant en géologie où du temps, prenez votre temps. Tu te rends compte le truc ? Prenez votre temps. Moi, on m'a dit, arrêtez de vous précipiter, prenez votre temps. Et c'est vrai que moi, j'arrête pas, mais prenez votre temps. Donc, c'est ce que je dis à mes visiteurs, prenez votre temps. Merci beaucoup.
Je vais enchaîner sur une question qui va prendre le contre-pied de toute l'émotion et tout le positif que tu viens de nous évoquer. Parce que toi et moi, on est des visiteurs, hélas, professionnels. C'est-à-dire qu'on a toujours un regard un peu critique, parfois aussi, sur les endroits qu'on va découvrir, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des choses que, en tant que visiteur, tu n'aimes pas du tout? Quand tu visites un lieu pour la première fois, tu découvres et il y a des trucs qui accrochent et où tu te dis vraiment, non mais ça ils auraient dû faire ça autrement et c'est hors de question que je fasse ça chez moi. Ça dépend en fait. Là, c'est difficile ta question. Ça dépend. En fait, l'inverse des best practices, quoi. Ouais, c'est l'inverse. Oui, non. En fait, si je suis très sensible à plusieurs points, dont l'accueil. Pour moi, l'accueil est important. Faut pas en faire trop, mais il faut quand même qu'on se sente accueilli quand on est dans un endroit qu'on visite, que ce soit un musée, un château, un parc naturel où tu passes par un centre d'accueil, ou que ce soit même une expo. C'est la porte que tu ouvres, l'accueil. Mais si la porte, il y a des épines, tu vas pas avoir envie d'entrer. Sachant que la vraie expérience, elle est là, elle démarre maintenant et même avant, dans ton cheminement pour y accéder. Mais que le cœur de la visite, il est même pas encore là. Et après, c'est autre chose. Pour moi, c'est même subjectif dans la mesure où c'est chacun qui vibre en fonction de ce qu'ils vont voir. Mais l'accueil est important. Et c'est vrai que je veux pas me sentir agressé, non plus forcé. Par exemple, il y a des boutiques dans les lieux culturels ou les lieux touristiques. Et là, c'est de l'agression permanente. Encore une fois, moi, ce qui m'importe, c'est la qualité. Je dis à mes équipes, ici ou ailleurs, des équipes que j'ai pu gérer ou diriger pendant des années, ce qui est important, c'est l'authenticité, être soi-même. Et puis, bien sûr qu'il faut... on est dans l'économie du tourisme, on est dans l'économie culturelle, on a des comptes à rendre. Mais ce qui est le plus important comme compte à rendre, c'est la qualité de ce que vous faites par rapport... je parle pour moi-même et pour mes équipes. Et c'est vrai que c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est voilà, de ne pas me sentir agressé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sites que j'ai vus, c'est la quête aux touristes. Ce que j'espère avec la pandémie, c'est qu'il y a des prises de conscience. Venise, j'étais à Venise avant la pandémie, c'était une catastrophe, mais une vraie catastrophe. Et là, je suis content de voir qu'il y a une prise de conscience. Mais après, il faut revoir nos économies, comment intégrer ça pour que ça soit respectueux du site, respectueux... Voilà. Et il y a d'autres sites, je parle de San Miguel que j'ai vu des Allende au Mexique, pareil, surpopulation, parce que d'un seul coup, le spot qui est génial, qui a été découvert par des pionniers, parce que c'est toujours comme ça, puis d'un seul coup, avec la communication... Mais t'es pas allé à San Miguel de Allende, t'es pas allé à Gergovie, t'es pas allé à Chantilly, puis d'un seul coup, vous avez... Boum! Non, ça doit se gérer en amont, ça doit se gérer. Je peux pas imaginer... Là, par exemple, sur Gergovie, pour être très clair, tout le monde va à Gergovie, en plus des touristes qui viennent maintenant au musée, mais c'est pas nouveau. C'est magnifique, parce que tout le monde veut avoir une part de respirer, de contempler la contemplation. Et là, vous vous connectez, et je comprends. Mais quand vous y arrivez, que vous vous garez n'importe où, que vous jetez vos papiers n'importe où, pour moi, c'est une agression. C'est une agression. Et c'est une agression qu'on essaye avec les partenaires, dans le futur proche, de changer. Donc je me bats pour ça, et je me battrai tout le temps, partout, sur cette notion-là. Une chose qui moi, est dure pour moi, c'est clair, c'est que quand je vois que la transmission, l'émotion, l'expérience, parce qu'on est aussi sensible à la sortie des visiteurs pour essayer de savoir comment ça va. Enfin, alors, soit ils répondent sur des questionnaires, soit ils nous tout de suite. Alors, il y a celui qui va nous dire ça, je n'ai pas compris, c'est trop petit, ça devrait. Donc, on est aussi sensibilisé par ça. Donc, et c'est vrai que je le vois aussi à travers les yeux et les réflexions du personnel du musée, par exemple, c'est on veut quand même que tous les visiteurs, tous, petits et grands, ils ressortent avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose, d'avoir appris quelque chose, d'avoir envie d'aller plus loin après.
porte d'entrée, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment une porte d'entrée. Ça peut être une porte de sortie, dans le sens que j'ai une recherche à faire sur Vercingétorix, Jules César, machin. Tiens, je vais aller au musée. J'ai une recherche à faire sur parce que le sujet m'intéresse depuis des années. Je fais des études de latin, peu importe. Mais il y a celui qui vient, qui ouvre la porte, qui sait qu'il y a un musée, il est curieux. Il y en a beaucoup, en fait. C'est ça qui est génial. Il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de randonneurs qui viennent. Ah oui, on a appris que... Ouais, et puis, ils se disent, ah mais on a appris quelque chose. Ça, pour moi, c'est mon plus grand bonheur. Vraiment mon plus grand bonheur. Ça fait son chemin après Et c'est vrai que la vie, elle est faite d'un cheminement. Si on savait tout dès le départ, ce serait ennuyeux. Et moi, finalement, c'est fou ta question du début. Moi, je trouve ça... Tu vois, j'y pensais pas, mais je me revois depuis 6 ans à la Vierge de la Garde. Mais combien de lieux je suis allé visiter c'est juste un fil rouge énorme, là. Là, tu vois, tu m'as... C'est extraordinaire. Non, là, merci, parce que tu vois, cette question-là, personne ne me l'a jamais posée. Et je me rends compte de tout ce que j'ai fait. Une autre anecdote absolument incroyable. Quand j'ai commencé au Club Med, à l'époque, tu pouvais avoir un tout petit peu d'expérience professionnelle et hop, tu partais. Le principal, c'est d'avoir des gentils organisateurs qui sont en contact avec le public. Moi, on m'a envoyé à Saint-Moritz. Je devais peut-être aimer déjà les grands hôtels et machin. On m'envoie à Saint-Moritz, dans un hôtel dont une partie a été faite par Garnier, qui a fait l'opéra. Donc, c'est quand même l'hôtel Victoria. Et donc, public, beaucoup d'Allemands, Suisses, Allemandes, etc. Moi, je parle pas un mot d'allemand. Je parlais espagnol et anglais, et encore anglais très peu, à l'époque. Hein. Et en fait, j'étais ce qu'on appelle polyvalent. Et donc, mais pourquoi on me dit, mais Fred, tu vas faire les visites. Quand les GM, les gentils membres arrivent, il faut leur expliquer où ils sont. Et moi, j'emmenais ceux qui voulaient, mais c'était à la fois des groupes de 20, 25. J'avais jamais fait ça dans ma vie. Il fallait que je me débrouille. Je faisais visiter le casino, Palm Beach, le machin, tout ça. Enfin, avec des Allemands, des Anglais, des Italiens, des Français, sans un mot d'allemand, un peu baragouiné en anglais. Mais je faisais la visite. Et à chaque fois, quand ils cochaient les choses, ils disaient « On a aimé la visite avec vous. On n'a pas tout compris, mais on a aimé. » Et ça, voilà, c'est un truc qui vient me ressortir. Et moi, c'est vrai que j'adorais. J'adorais parce que j'étais là, au milieu des gens, et je sentais qu'ils avaient envie d'apprendre. Mais chacun le prend à sa façon. Donc, tu avais envie de leur transmettre quelque chose. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont ressenti. C'est marrant. Oui, parce que finalement, tu devais réussir à transmettre ta propre émotion, ta propre joie de les voir là, d'être là. Tu avais conscience peut-être aussi du lieu dans lequel tu étais. C'est peut-être ça aussi que tu as transmis en plus que d'autres. Ouais, mais là aussi, tu vois, et ce qui me vient, c'est ce cheminement d'une vie. Bon, j'ai encore quelques années de travail. Je te le souhaite. Mais moi aussi, mais c'est ce cheminement où j'avais 20 quelques années, où je présente la propriété du prince Aga Khan sur le lac de Saint-Moritz. Et que j'ai eu cette chance incroyable de travailler avec son Altesse l'Aga Khan pour Chantilly, pour créer cette fondation dans les années 2000. Il n'y a jamais de hasard. Mais je me rends compte que tout ça, c'est juste bizarre, quoi. Mais peu importe, j'accepte ça. En tout cas, ce qui est fou, c'est que la géologie m'a rattrapé avec mon job sur Gergovie. Je trouve ça, entre autres, parce que c'est pas un musée de la géologie, mais mon cœur vibre ici, quoi. Je pense, tu me fais me rendre compte que je pense que regarder sa vie quand on atteint un âge respectable, tout doit faire sens. Alors que tant qu'on la vit, parfois on va se sentir ballotté, parfois on va se sentir, on va devoir faire des choix qui ont l'air très très durs. Et à un moment, si on regarde en arrière, on se rend compte qu'en fait, si quelqu'un l'a pas écrit, c'est que vraiment, il y a quelqu'un qui se marre quelque part, quoi. Le choix de quitter Chantilly était très dur parce que c'était un choix volontaire. Mais j'avais ce sentiment qu'il fallait que je passe à autre chose. Tu y es resté 17 ans.
Bah, même plus, et puis j'y suis encore, mais à titre bénévole avec mes mandats associatifs. Mais il fallait que je le fasse. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs années que je me dis, bon, Alain Decaux, avec qui j'ai travaillé, est parti, qui quand même, avoir travaillé avec ce monsieur, c'était extraordinaire. C'est quand même le père spirituel de Franck Ferrand, de Stéphane Bern, ou de tous ces historiens, ou en tout cas de ces conteurs, plutôt conteurs. Et donc, passeurs. je voulais... Oui, passeurs, exactement. Ils sont plus que des conteurs. Pour moi, ils sont vraiment des passeurs. C'est vraiment des passeurs. Et il y en a eu d'autres, hein, mais Castelot, etc. Mais moi, j'ai eu cette chance. Pourquoi de tomber nez à nez avec ce monsieur. Et donc, lui parti, Lagacan était aussi en train de partir. Je me suis dit, faut que je fasse autre chose. Enfin, c'est tellement... Moi, c'était un job waouh, quoi. Mais waouh, mais qui demande beaucoup, parce que quand on me voit, enfin, on se connaît maintenant depuis 2 ans, Aude, j'ai l'air facile. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait comme tout le monde, un espèce de bilan de compétences. Et puis, on me dit, votre problème, c'est que vous dites toujours oui, c'est toujours possible, et c'est facile. Sauf que, voilà, et c'est vrai, mais le travail qui est derrière, il est pas si facile que ça, parce que c'est énorme. C'est énorme, mais c'est un moteur, hein, c'est ce moteur-là. Parce que si je me dis c'est compliqué, j'y arrive pas, ben je le fais pas. Il faut changer de métier. Mais tu vois, ça, c'est le métier qu'on partage. On est des trouveurs de solutions. On n'est pas des poseurs de problèmes, on est des trouveurs de solutions. C'est exactement ça. Non mais Aude, tu as plus que de points communs avec moi, c'est que tu es super positive. Mais positive pas dans le la land, positive non. Très concret. J'essaye, oui. Et voilà. Mais sachant qu'on essaye de créer la land. C'est ça que moi j'aime bien dans nos métiers. Oui, parce qu'il faut avoir... Il faut avoir les étoiles à la fin. Il faut avoir ce rêve. Si t'as pas ce rêve, mais en même temps les pieds sur terre, et c'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est ça. Mais ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, tu es déçu, tu te dis, mais j'ai besoin de mécènes pour faire une expo ou un projet. J'ai besoin... Bah oui, mais tant mieux. Et puis, oui, mais c'est de l'énergie. Et tu t'aperçois là que le niveau de compréhension des uns et des autres n'est pas le même. Non. Alors, c'est intéressant parce que tu dois adapter ton discours pour essayer de faire passer le message. Mais quand même, des fois, c'est un peu épuisant, mais bon, on y arrive. Il faut avoir d'autres activités à côté, il faut avoir une famille solide. Oui, là, j'ai beaucoup de chance. Là. Moi, j'ai une famille qui m'a soutenu dans tout, malgré le peu de temps que j'ai accordé. C'est vrai que c'est très prenant notre job. Et puis, on est quand même public, parce que c'est des missions de service public dans le sens... Et en même temps, on est backstage. Donc, c'est sans arrêt backstage parce que, voilà, il faut que tous les ingrédients soient là pour faire cette bonne recette, qu'elle soit bonne, saine. Et donc, c'est le backstage. C'est préparer tous les ingrédients qu'il faut, les avoir en temps et un. Et puis après, surveiller tout, que ça ne crame pas. Et t'es toujours sur le fil du rasoir. Tu vois, parce que il peut y avoir le temps. Il faut accepter aussi l'incertitude. Tu fais tout, vraiment, tu cadres tout ce qu'il faut. Mais il peut y avoir un fait qui arrive. Et donc, il faut être prêt aux choses que tu ne maîtrises pas. C'est ça le problème. C'est pas le problème, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu dois être prêt à ce que tu ne maîtrises pas. Et il faut l'accepter. C'est pas simple de le faire accepter. Moi, je l'ai vu avec mes équipes, avec le Covid. C'était pas évident, mais ils commencent à comprendre que il faut être flexible, il faut avoir un cadre, et en même temps, il faut pouvoir changer très très vite de stratégie parce que on se plante, quoi. C'est aussi là-dessus qu'on est en partie jugé par le visiteur, sans qu'il s'en rende forcément compte. Notre travail, finalement, c'est de cadrer ce qui peut être cadré et de gérer l'imprévu. Moi, je dis même pas « il peut arriver quelque chose », c'est « il va arriver quelque chose ». C'est une évidence. Nous sommes des êtres humains, nous faisons partie d'un truc mouvant, il va arriver quelque chose. Mon job, c'est de gérer le prévisible pour ensuite avoir le temps et l'espace et l'énergie de gérer l'imprévisible au moment où il doit être géré. Rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. Ce qui compte, c'est de la capacité à réagir et à gérer cet imprévu. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'aventure. Sinon, ce ne serait pas une aventure. Oui, et puis aussi, parfois, c'est de laisser faire.
ce qui est le plus compliqué, c'est le lâcher-prise. Ça, c'est dur. Le lâcher-prise, pour moi, c'est très compliqué parce que je dois gérer, voilà. Et par moments, le lâcher-prise. Et c'est peut-être ça que je retrouve. Je reviens à ça parce que vraiment, ça m'a plu. Mais c'est ce lâcher-prise que j'ai quand je suis sur un point haut, que je regarde tous ces sites emblématiques d'Auvergne autour du plateau à 360 degrés. Qu'est-ce que ça me fait du bien parce que je réfléchis plus. Je connectais et déconnectais. Tu vois ce que je veux dire? On est à c'est le notre place. switch. Et là, tu te sens complètement un avec cet univers, en fait, finalement. Et quand je grimpe pour accéder au plateau de Gergovie, déjà, c'est un bonheur. C'est juste un bonheur. Et je remercie, moi, alors je suis croyant, très clairement, mais je remercie tous les jours. Le Seigneur me dit, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Voilà. Est-ce que tu as un La La Land, justement? Un lieu idéal de visite sur cette planète? Un endroit qui représente pour toi vraiment... C'est un mixte, en fait. Soit que tu as déjà vu, soit que tu n'as pas encore vu. Mais Non, il y a plein de choses que j'ai vues. En fait, je pourrais te dire, mais c'est une formule peut-être un peu trop intellectuelle, c'est que le futur lieu que j'ai envie de visiter, c'est celui de demain, quoi. Mais que tu ne connais pas encore. Que je connais pas encore et qui viendra par plein de chemins croisés et au détour des chemins. Mais c'est vrai que je suis très nourri parce que c'est quelque chose... En fait, je suis fidèle. Mais en même temps, jamais j'étais venu en Gergovie, dans ces terres arvernes. Et ce qui m'a attiré, c'est quand j'ai vu cette demande qui recherchait quelqu'un pour finaliser ce musée, qui était un peu en instance depuis 4 ans. Et puis, Gergovie, géologie, volcan, machin, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, j'ai senti un appel. Voilà. Et il me nourrit, ça fait 2 ans que je viens, il me nourrit comme me nourrit aussi toujours Chantilly, comme me nourrit la forêt de Senlis, la forêt d'Alat, toutes ces histoires des Capétiens, tout ça, ça me nourrit. Je me lasse pas devant le château de Chantilly, il faut quand même être clair. Je me lasse pas d'être devant l'abbaye de Chaly, qui est un peu... ici, on a l'abbaye de Randol, avec les cisterciens. Nous, on a l'abbaye de Chaly, les royales. C'est quand même hallucinant. Donc, je découvre de plus en plus ce territoire d'Auvergne. Mais j'ai pas de lieu idéal, parce que le lieu idéal, c'est le lieu pour moi où tu te sens bien. C'est le lieu où tu te sens bien. Après, ça, c'est le lieu, c'est l'aspect touristique du lieu. Et je me sens bien à Gergovie, je me sens bien en Auvergne, très clairement. Ça m'apporte beaucoup. D'ailleurs, mes amis et mon entourage sur Chantilly, Senlis, me disent... mais il y en a plein qui sont venus déjà me voir parce qu'ils disent mais c'est incroyable, parce qu'à chaque fois que je suis avec eux, je leur parle de Gergovie, je leur parle de l'histoire, je leur parle de la force de la nature, je leur parle du bien-être que ça leur apporte. Et donc il y en a plein qui sont venus depuis 2 ans parce que je peux pas me cacher de partager ça, c'est encore cette transmission. Et donc et à chaque fois, et pas plus tard que le week-end dernier, quoi, j'étais noyé de plein de gens. Et j'étais avec Gergovie, mon drapeau Gergovie, parce que j'ai envie de leur dire c'est pas avant de mourir il faut voir ça, mais c'est un peu ça. Il y a des lieux à voir avant de mourir. C'est le bucket list du film que j'adore, et tu vois bien que dans le bucket list il y a des lieux incroyables. C'est pas que d'avoir ça. C'est je veux voir ça. Eh ben moi je dis avant de mourir, mes amis, venez sur le plateau de Gergovie. Venez au plateau de Gergovie. Bah oui, parce que tu te sens dans le monde et hors du monde. Dans le monde et hors. Et je crois que c'est ça qui m'anime de plus en plus. C'est ce lien entre l'histoire et la nature, mais la nature avec un grand N, pas la nature force, la nature sauvage en fait. C'est pas l'homme qui a fait les volcans. Je dirais que dans l'histoire je reviens à ça, mais l'histoire des Gaulois, des Celtes, la nature était tellement forte que ça a fait aussi, ça a fabriqué ou ça a participé à la construction de ces civilisations liées à la nature quand même. Donc voilà.
Mon lieu idéal, il est ici maintenant, il est là. Et comment tu fais coexister ça avec justement ton port d'attache qu'on a juste frôlé depuis le début, mais j'aimerais quand même aller y faire un peu escale, de l'autre côté de l'Atlantique. Parce que tu as une vie... Ah ouais. Bah écoute, d'abord j'ai une femme qui est américaine, et là aussi c'est quand même incroyable, ma rencontre avec Candice, extraordinaire, improbable. Et donc on s'est mariés à Nashville parce que ses parents étaient à Nashville et qu'elle-même elle venait de plein de pays, Washington, Chicago, etc. Et que ses parents, pour des raisons professionnelles, ont attiré à Nashville. Donc moi, quand j'ai découvert Nashville pour la première fois, ça m'a fait un choc. Parce que la musique, l'émotion. Bien sûr, je suis allé tout de suite au Capitole, point haut. Je me rends compte, là, on parlera avec toi. Et que tu vois où tu es, quoi. J'ai besoin d'être aussi peut-être sécurisé, de savoir où on est. Mais la musique, ça touche l'émotion. Et on s'est mariés là. On a eu 2 enfants et nos enfants ont fini leurs études à Nashville. Donc le lien, il est là. Et au-delà de ça, on a créé les Amis américains de Chantilly, dont le siège est à Nashville. Donc beaucoup de liens. Donc je reviens. Je connais pas tout du Tennessee, mais on a fait un trip, Memphis, Elvis, Johnny, Eddie, tous ces Français qui sont venus enregistrer dans les studios de Nashville. Mm-hmm. Et c'est pas par hasard non plus, quoi, parce que la musique m'a toujours transporté. Nombreux concerts que j'ai organisés à Chantilly ou ailleurs. Et donc à Nashville, par exemple, le premier truc que j'ai visité, c'était le musée de Johnny Cash. Donc moi je dis, si vous aimez la musique, vous ne pouvez pas ne pas aller à Nashville un jour ou l'autre. Parce que ça vous prend aux tripes. En plus, c'est une ville très culturelle. Vous avez des musées extraordinaires. Vous avez un musée de art and craft qui est juste exceptionnel. Et j'ai fait pas du copier-cat, mais dans ce musée qui est le Frieze Museum à Nashville, sur art and craft, c'est pas qu'ils sont en avance de nous, mais c'est que parce que les Américains, la culture française, c'est très près. Ils s'inspirent beaucoup de. Pour nous, on est la culture, la civilisation, voilà, par excellence. Sauf que dans la médiation, dans le storytelling, dans les visites guidées, dans tout ça, ils sont super forts. Et je me suis inspiré beaucoup dans des programmes que j'essaie de mettre en place à Chantilly et aussi ce que j'essaye aussi de faire aujourd'hui à Gergovie. Forcément, il y a des choses qui me sont rentrées de ce que j'ai vu, qui étaient efficaces pour les enfants, pour les différentes typologies de public, comment on appréhende des ateliers, etc. Enfin bref. C'est un petit exemple ? Dans ce musée, il y avait une salle vraiment pour les ateliers pour les enfants. Mais je te parle de ça il y a 20 ans. Il y avait pas oui. Je te parle de ça il y a 20 ans. Avec des graphismes, ils faisaient déjà des émissions de radio pour les enfants, pour expliquer aux enfants comment tu as décrit ça par des émissions de radio locales. Je trouvais ça génial. Cette espèce de, entre guillemets, alors j'aime pas bien le mot, mais de vulgarisation de ton ressenti quand tu vas visiter une expo de peinture contemporaine. Mais pour un gamin de 7 ans, comment tu veux qu'il décrive ça ? Mais c'était génial parce Il est probable que ce soit plus facile pour lui que pour nous. En fait, oui. Alors, ils avaient plein de techniques qui reprenaient des éléments graphiques de cette exposition d'art contemporain. Et les enfants fabriquaient des choses à leur façon, à partir d'un élément, d'une sculpture. Et je trouvais ça génial. Et après, tiens, on va faire une petite émission de radio locale avec des gamins de 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que tu as vu ? Pourquoi ils s'exprimaient, tu vois, le côté américain qui s'exprime. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà. Donc, mais il y a de ça 20 ans. On s'est mariés il y a longtemps. Donc voilà, donc c'est ce mélange des cultures m'intéresse encore plus, puisque puis Candice travaille aussi dans la culture en France pour le gouvernement américain, donc très impliqué dans les monuments historiques. Enfin bref, tout ça fait que là aussi, c'est un hasard qu'il n'y en ait pas. Enfin, c'est bizarre. C'est juste extraordinaire. On échange beaucoup sur notre façon de mettre en valeur un patrimoine. Et puis, le dernier exemple que je vais donner de lien, c'est que Louis-Philippe, avant qu'il soit roi, donc les Orléans,
ça revient à Chantilly, ils allaient acheter leurs chevaux dans le Kentucky et dans le Tennessee. Et quand on est arrivé à Nashville, on te fait visiter les différents lieux. Et donc, il y en a un qui s'appelle le Belmead Mansion. En fait, c'est une grande étape. C'est comme les grandes écuries de version Tennessee. Et c'est là où se passait le marché des chevaux. Et Louis-Philippe est venu acheter des chevaux au Belmead Mansion à Nashville, Tennessee, fin du 19e. Donc voilà, donc c'est encore un truc de fou et que c'est sur les pas d'eux, mais en même temps, ça vous met en perspective que l'histoire n'est pas poussiéreuse. L'histoire est source d'énergie pour avancer dans le futur et dans le présent. Parce que l'histoire est fondamentalement présente, en fait. Ah oui. On fait... Ah ouais. Ah non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est terrible, en fait, ce que l'histoire est là. Elle est là, mais il faut l'utiliser dans le sens de comprendre d'où on vient, mais avec objectivité, pas pour l'utiliser, puisque là, on revient, on va faire 8000 km, on revient sur Vercingétorix, et bien entendu, il a été utilisé, la légende, ou tout, par rapport au 19e, par rapport au 20e siècle, politiquement. Mais justement, il faut prendre le recul de ça, un peu de hauteur, toujours de la hauteur, tu vas prendre la hauteur pour se dire, mais non, mais ça a existé. Quand tu regardes la richesse des créations artistiques, artisanales des peuples arvernes, du peuple arverne, c'est juste magique. Le vase de Gandaya, par exemple, moi, je regarde ça pendant des heures. Ça te hypnotise. Voilà, t'es hypnotisé par des objets concrets, réels, qui véhiculent eux-mêmes une histoire. Alors justement, on va s'orienter vers la fin de notre échange. Quelle est ta prochaine visite ? Ma prochaine visite ici, ça va être... je vais retourner à l'abbaye de Randol. L'abbaye de Randol, c'est donc sur les terres de la communauté de communes de Mont-d'Arverne. C'est près de la vallée de la Monne, des gorges. Et je ne m'étale pas sur l'architecture moderne, puisque c'est la dernière des abbayes avec des moines qui y sont présents, cisterciens. Je ne m'étale pas sur l'architecture. J'ai pas vraiment on va dire, d'émotion sur l'architecture, à part que, quand je suis à l'intérieur, là, j'ai cet effet waouh, cet effet de communion, au sens propre du terme, qui opère. Et ça me permet de me vider, de me remplir. Et je trouve que c'est fabuleux d'avoir, sur notre territoire, une des dernières abbayes qui a été construite. Pour moi, c'est aussi c'est spirituel. Je pense que dans nos actions, essayons de les faire de l'intérieur. Essayons d'être de l'intérieur. Parce que moi, je suis quelqu'un de public, de l'extérieur, mais mon moteur, c'est l'intérieur. Et l'intérieur, c'est se retrouver, mais de déconnecter et de se sentir en osmose. Et moi, je me sens bien à l'abbaye de Randol, qui est à l'intérieur. Comme je me sens bien quand je marche sur le petit village qu'ils ont restauré, qui est quand même super magnifique, et que j'ai pas eu le temps de vraiment regarder. Donc ça, je veux y aller à pied. Je veux faire les gorges de la Monne à pied, que je n'ai pas pu faire encore. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je veux vraiment faire dans les jours ou les semaines qui viennent. Parce que, voilà, peut-être que dans ma démarche et dans ma carrière, finalement, encore une fois, merci Aude, parce que finalement, je me suis en train de me rendre compte que ma démarche de stratégie touristique, elle est un peu sur de la stratégie de tourisme, de pèlerinage. Je veux pas aller à Lourdes, hein, mais dans le sens... J'aime bien Lourdes. Non, mais moi, j'aime bien Lourdes, parce que... Ça me paraissait un souvenir d'enfance. Mon père a été pendant des années brancardier à Lourdes, ce que j'en sais, voilà. Mais j'ai un de mes amis qui s'occupe d'ailleurs de l'office de tourisme de Lourdes. Mais quand je vois le monde qu'il y a, ça me fait peur. Ça me fait peur, très clairement. C'est une autre démarche. Mais ma démarche de pèlerinage, c'est quand vous voulez aller quelque part. Vous, le futur, vous planifiez, vous avez envie de changer les idées. Après le Covid, vous voulez aller partout, vous allez sur le littoral, en Auvergne. Pourquoi ? Parce que vous êtes attiré par... Vous, avec vous-même, vous pensez que vous allez être tout seul, quand même. Ou pas beaucoup de monde. Vous avez envie de respirer. Vous avez envie de
de se sentir en communion. Vous avez envie d'avoir une expérience, quelque chose de pas forcément d'avoir le truc. Non, on revient vers des choses simples, mais qui vous touchent au fond de vous-même. Et c'est peut-être ça aussi qui m'anime, parce que quand je suis devant un tableau, il y a une espèce de pèlerinage d'initiation, de cheminement. Voilà, c'est le cheminement. C'est initiatique, en fait. En fait, voilà, j'ai l'impression que ma démarche professionnelle, mais aussi personnelle, elle est simplement initiatique. Merci Frédéric pour la sincérité et l'authenticité de cet échange et pour cette belle visite. Merci à toi, et c'est grâce à toi que tu m'as fait parler, mais tu m'as fait révéler un certain nombre de choses qui étaient enfouies au fond de moi. Merci Aude, merci vraiment. À toi. Je remercie Frédéric Nancel de s'être prêté au jeu de cet entretien. J'ai découvert une personnalité aux convictions très profondes, dont la vie comme les projets professionnels sont guidés par une forme de quête. La découverte, les émotions, le sens, la transmission. Attaché autant à l'histoire de la Terre qu'à l'histoire des hommes, Frédéric navigue ainsi, au gré de ses convictions, entre la France et les États-Unis. Vous pourrez le suivre et continuer cet échange avec lui sur les réseaux sociaux, sur Facebook et LinkedIn. Pour mémoire, Frédéric est le directeur du musée archéologique de la bataille de Gergovie, dans le Puy-de-Dôme. Il a également fondé l'agence de conseil Pater pour accompagner les structures qui accueillent du public dans les domaines de la culture et du patrimoine. Je vous mets les liens dans les commentaires de l'épisode. Quant à moi, la visiteuse, je suis tout simplement heureuse de vous avoir emmené faire une belle visite depuis chez vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et qu'en vrai visiteur, vous en garderez un bon souvenir. Si vous avez aimé cette expérience, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Cela permet de faire remonter le podcast dans les suggestions et ainsi de faire découvrir l'expérience à d'autres curieux. Moi, cela me permet de progresser en prenant en compte vos remarques, comme n'importe quel lieu touristique. Pour votre information, je travaille en équipe et vos oreilles ont été bercées par le design sonore du talentueux Thomas du studio Mix & Mouse à Clermont-Ferrand. L'histoire vous a été contée par moi-même, Aude Compin. Je suis fondatrice de Comptoir Visiteur, une agence de conseil et de gestion de projet pour le développement des sites touristiques et culturels. Je suis installée à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. N'hésitez pas à vous connecter, je vous laisse les liens dans les commentaires de l'épisode. Merci pour votre écoute, et je l'espère à très bientôt pour une nouvelle visite et une nouvelle découverte aux côtés de la visiteuse.